ce webinaire sous Collectif de reboisement du Canada. Il s'agit d'une plateforme où la communauté canadienne de plantation d'arbres peut se rencontrer, collaborer et partager ses connaissances. Vous pouvez nous contacter si vous avez des idées sur les moyens par lesquels le reboisement peut vous aider. Alors, sachez que les changements climatiques vont continuer d'avoir une influence sur les forêts du Canada. Cela a un impact sur les connaissances que nous devons avoir en toute heure. Et donc, important pour nous de penser aux conditions futures du climat lorsqu'on choisit les espèces pour un site de reboisement. Nous avons prévu des conférenciers exceptionnels qui partageront leur point de vue sur ce sujet d'actualité. Avant de passer à nos conférenciers, je souhaite remercier la Bourse de Toronto qui inclut notre événement dans la Semaine canadienne du climat. Et cette semaine se consacre sur les défis climatiques uniques au Canada. Nous entendrons aujourd'hui 5 conférenciers de toute l'île de la Tortue. Nous passerons à la période de questions à la toute fin. Alors veuillez réserver vos questions jusqu'à la fin. Vous pouvez les verser dans la boîte de clavardage, mais servez-vous du de l'encadré prévu pour les questions, pour poser vos questions et surtout, dites-nous à qui vous adressez la question. La participation est la bienvenue dans le Clavardoir. Alors surtout, n'hésitez pas à vous présenter. Dites-nous d'où vous êtes. Peut-être incluez le territoire traditionnel. Moi, je suis sur le territoire traditionnel des Haudenosaunee, qu'on appelle aussi Kingston. En Ontario. Alors, j'aimerais d'abord commencer par présenter Dan McKenney. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur lui. Il va ouvrir la séance. Il est chercheur scientifique et chef d'équipe au Centre de recherche forestière des Grands Lacs, qui est situé en Ontario, au Canada. Il participe à l'analyse économique et le développement d'outils géospatiaux. L'objectif de son équipe est de soutenir la gestion durable des forêts canadiennes en se concentrant sur les besoins et les opportunités en matière d'analyse spatiale. Il travaille aussi à l'évaluation du climat et de son impact ainsi que les évaluations à ses impacts. Merci, Dan, et sur ce, à vous. Merci beaucoup, Amber. Merci à vous tous et toutes d'être des nôtres. Alors, je vais tâcher d'afficher mes diapositives. Alors, on m'a demandé de parler du besoin d'adapter les espèces d'arbres au climat. Pourquoi et comment? Alors, je souhaite souligner la contribution de John Pedler, mon collaborateur. Ça fait des années que nous travaillons à des sujets comme celui-ci, lui et moi. Alors aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur le contexte des changements climatiques. Il y a peut-être des choses que vous connaissez, d'autres qui seront nouvelles, les répercussions sur les forêts, mais aussi les répercussions sur la prise de décision. Les 2 photos, je pense, vous présentent des visages et des expériences familiers. Le problème des humains, c'est que nous sommes un peu comme la grenouille dans la casserole ou l'eau-bout. Sauf que dans ce cas-ci, nous avons aussi la main sur l- l'élément. Alors, voici des données scientifiques qui sont fondées sur les évaluations du CO2 qui est dans l'atmosphère depuis 800 000 ans à peu près. Alors, vous voyez que essentiellement jusqu'à l'ère industrielle, ça représentait euh, 350 parties par million à peu près. Et plus récemment, depuis la révolution industrielle, ça ne change pas, ça augmente. L'année dernière, on était à peu près à 422 parties par million. Et c'est très étroitement lié au réchauffement climatique. Les données scientifiques sont indéniables et sans équivoque. Alors, essentiellement, la science, c'est une partie de la communauté climatique, c'est-à-dire qu'on veut savoir comment prédire l'évolution du climat avec l'augmentation des GES. Mais l'incertitude est un élément clé relativement au changement climatique, dont le sujet de l'heure, à savoir comment être plus résilient dans nos forêts. Ici, vous avez les sources principales de l'incertitude. Incertitude relative au scénario, c'est-à-dire que le parcours des émissions que la société civile suit, il y a certains cas de figure, hein. Ce sont sans doute les sources principales d'incertitude. Il y a de l'incertitude par rapport au modèle. Il y a sans doute
15, 25, sinon 30 groupes qui s'intéressent à la modélisation. Il faut une puissance informatique énorme. Alors, chaque groupe a une approche un peu différente en fonction des modèles physiques dont elle se sert, mais évidemment, il y a des différences. Donc, vous avez une incertitude sur le plan des modèles également. C'est ce qui est représenté par le gris en deçà des moyennes des parcours d'émissions illustrés. Il y a aussi la variabilité interne, c'est-à-dire les cycles volcaniques, El Niño, La Niña, le genre de choses qui n'est pas particulièrement représenté dans ces modèles. Mais cela fait aussi partie de l'évolution globale. Mais la cause des divergences entre les résultats que vous voyez, c'est-à-dire les changements climatiques à droite de l'écran, c'est relatif aux divers niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a bien des résultats possibles. Dans le passé, on les appelait RCP, maintenant c'est SSP, donc parcours socio-économique, c'est-à-dire la représentation qu'on a de ce que pense la société civile du problème, l'évolution de ses réflexions. Le problème, et ce qu'il faut retenir, c'est que dans un avenir assez rapproché, les conditions moyennes seront supérieures aux extrêmes auxquels nous avons été confrontés. Nous allons à présent éprouver des changements importants à grande échelle. On ne sait pas forcément ce que ça signifiera pour un lieu précis, en mai 2047, par exemple, et ce n'est pas le problème auquel on est confronté. Il s'agit pour nous plutôt de déterminer ce que ça signifie sur de très vastes échelles géographiques. Ah, voici l'image d'une couverture de livre. C'est un excellent livre. On n'essaie pas d'être des super prédicteurs, mais on essaie de déterminer le tableau général. Et ça, c'est le meilleur livre sur les réflexions humaines, l'art, la science de la prédiction. Son auteur est un psychologue qui a remporté un prix Nobel de la paix en économie. Alors, qu'est-ce que ça signifie, disons, pour Sault Sainte-Marie, où je vis moi-même, et à quoi est-ce que ça ressemble pour le Canada dans son ensemble? Les tendances pour le Canada sont similaires à ce qu'on voit dans les maps mondes, mais avec le réchauffement climatique, plus dans le nord, c'est ainsi que le climat fonctionne. Alors, dans un scénario à émissions faibles, 2,6, les changements sont de 1 à 3 degrés sur le plan de l'augmentation moyenne annuelle et 3 à 9 si vous avez plus d'émissions. 8,9. À Sault-Sainte-Marie, c'est 8,5 signifie le double de l'augmentation moyenne. Ça, c'est énorme pour les forêts dans lesquelles on vit. Qu'est-ce que ça signifie pour Sault-Sainte-Marie dans l'exemple qui nous occupe? Voici un peu plus de contexte ou une interprétation du tableau d'ensemble. Ici, on s'est servi de barres code qu'on a produit nous-mêmes, Seedware, un jeu de mots par rapport à software. Donc, c'est pour l'achat de la semence et son déploiement. Vous pouvez choisir des variables et schématiser les résultats sur le climat. En orange, ça vous montre là où le climat est similaire au choix. Donc, c'est utile pour le déploiement et l'achat de semences. Alors, ça permet de croire, si vous regardez à droite, que le climat de Sault-Sainte-Marie sera beaucoup plus proche du climat à des centaines de kilomètres au sud. Et c'est impulsé par les variables de climat qu'on a choisies pour cet exemple-ci. C'est que les climats locaux n'existeront plus. C'est de plus en plus le cas. Il n'y aura plus de climats extrêmement locaux. Il y a un autre facteur qu'il faut envisager pour les forêts, à savoir que il y a des événements météorologiques extrêmes. Ici, vous avez la fréquence attendue de ces événements extrêmes. 2,6, émissions faibles à gauche. Donc, vous avez un phénomène comme celui-là tous les 50 ans, ça devrait se produire tous les 10 ans, d'ici 2050 environ. Et dans le scénario de 8,5 à émissions plus élevées, ça sera les événements qui se produisent tous les 50 ans pour le moment pourraient se reproduire tous les 5 ans et peut-être même plus fréquemment avec l'évolution du temps.
Qu'en est-il des précipitations? Au Canada, les précipitations annuelles devraient augmenter partout au Canada entre 0 et 20. Ça ne paraît pas beaucoup jusqu'à ce que vous regardiez les événements extrêmes, mais dans l'ensemble, ça devrait augmenter d'environ 10% en moyenne parce qu'il y a plus d'énergie dans l'atmosphère et il fera plus chaud dans l'ensemble. Donc, les variations annuelles pourraient être très élevées. Donc, il y a des années qui seront beaucoup plus humides et d'autres qui seront beaucoup plus sèches que la moyenne. Qu'en est-il des événements extrêmes de précipitation? Alors ici, c'est un rapport d'Environnement Canada d'il y a de nombreuses années. Vous avez le scénario de 2,6. Un événement qui se produit tous les 50 ans pourrait se produire tous les 25 ans d'ici 2050. Et dans le scénario plus extrême, un événement qui se produit actuellement tous les 50 ans pourrait se produire une fois tous les 20 ans ou même tous les 10 ans d'ici la fin du siècle. Alors, on est probablement au milieu, pas le scénario le plus optimiste. Donc, quelque part entre les 2,6 et les 8,5. Alors, voici l'intensité des sécheresses. Vous savez sans doute, vous voyez sans doute les nouvelles, il y a beaucoup de feux de forêt depuis un certain temps. Le Canada vit une sécheresse assez profonde, cette année n'étant pas une exception. Voici la schématisation de la sécheresse au 30 septembre dernier pour le Canada. Ça montre que la majorité du Canada est en situation de sécheresse anormale, d'anormal à extrêmement anormal. Et ça couvre à peu près tout le pays. Et c'est très difficile pour lutter contre les incendies. Souvent, ce n'est qu'une région qui est touchée. Apparemment, c'est tout le Canada. Depuis un an, les chiffres ont changé. On avait 8 millions d'hectares brûlés l'été dernier. C'est la deuxième année dans le palmarès. 17 millions, c'était le record. Et c'était d'un océan à l'autre, ce qui est assez inhabituel. Alors, l'indice d'humidité du climat, c'est ce qui permet de déterminer le potentiel de précipitation et les aberrations qui ont un impact sur la distribution des végétaux et des animaux. Quelle est la réaction des animaux et des végétaux à ces conditions? Comme vous le voyez dans les prairies, en rouge plus foncé, les zones de transition entre les prairies et la forêt boréale, la valeur zéro. C'est la transition qui permet de déterminer si on a une forêt ou non. Et avec l'évolution du siècle, on voit que les conditions moyennes prennent de l'ampleur, ce qui signifie que les forêts sont menacées, leur existence même est menacée dans certaines régions du pays. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les forêts? Eh bien, un des résultats potentiels, c'est la mortalité associés à la sécheresse, aux gelées tardives au printemps, aux inondations et aux phénomènes éoliens. Donc, ça aura un impact à l'échelle locale, mais aussi plus large. Mais c'est difficile de les prédire avec beaucoup de précision géographique. Qu'en est-il des feux de forêt? C'est quelque chose qu'on observe de plus en plus souvent et c'est quelque chose qui retient beaucoup l'attention. C'est quelque chose une chose à laquelle j'ai travaillé avec des collègues. On a corrélé le manque d'humidité dans le climat et les feux de forêt. Donc, et ça, c'est un tableau vraiment d'ensemble, si vous voulez, une corrélation assez générale. On a fait une corrélation entre les sécheresses, le coût des suppressions et la zone brûlée. Et on a une corrélation statistique très élevée, surtout dans les provinces de l'Ouest. Puis, on a simulé en vertu des divers parcours d'émissions. Et ce que ces chiffres nous montrent, vous le voyez en pointillé pour chaque province, c'est que les événements qui ont lieu tous les 30 ans se produiront beaucoup plus souvent, les superficies brûlées du moins. Et dans notre modèle, on ne permettait pas aux forêts de rebrûler au moins 30 ans après les feux de forêt. On ne prétend pas que c'est ce qui va se passer, mais on a fait ce travail avant les résultats records des 2 dernières années. Mais bon, là où on veut en venir,
c'est qu'avec le climat qui pourrait se produire, ce genre de régime d'incendie est assez possible et ce sera très difficile pour la collectivité des sapeurs-pompiers de réagir et pour la santé humaine, en plus de la régénération naturelle des forêts. Les zones qui brûlent, qui se régénèrent, ne se régénéreront peut-être pas assez vite pour se reproduire. C'est-à-dire que ces arbres auront assez de temps pour se régénérer et se reproduire. Qu'en est-il des ravageurs? Comment cela influera-t-il sur les ravageurs des forêts? Les ravageurs ont un effet sur les forêts. Le dentoctone du pin est bien connu. Euh, il était originaire de la Colombie-Britannique, mais il s'étend sur tout le Canada depuis un certain nombre d'années. Il a tué plus de 10 millions d'hectares de pins. Il a sauté les Rocheuses. Il est maintenant dans les prairies et on craint qu'il s'étende encore plus à l'est. Nos cartes mm, prévisionnelles donnent à penser que l'habitat le plus propice aux dendroctones pourrait se trouver dans le nord. Et il pourrait y avoir des interactions entre les divers ravageurs des prédateurs. Alors voilà pour un ravageur autochtone. Et qu'en est-il d'un ravageur qui n'est pas autochtone? Alors voici la relation entre cet organisme maintenant et sa projection future. Ce que vous voyez ici, c'est que de bonnes parties de l'Est du Canada auront sans doute un climat propice à cette espèce dans les 30 prochaines années. Ça pose une menace importante à des espèces de bois euh, de l'Est du Canada qui sont à l'abri pour le moment. Qu'en est-il des arbres? Alors, nous avons fait ce travail également. Nous avons un site Internet qui se penche sur la question, qui représente les diverses espèces d'arbres pour des milliers de végétaux. Et ce qu'on voit, c'est que le climat d'un grand nombre d'espèces se déplace vers le nord. On l'a fait pour cet type d'arbres commerciaux. Donc, les arbres, les diverses essences ne pourront pas réagir suffisamment vite. La migration assistée fait donc partie du programme politique forestier canadien. Il y a différents types de migration assistée. C'est un peu controversé, plus dans le contexte des animaux que des végétaux, mais pour les arbres, il y a des questions relatives à la déontologie, l'éthique, l'efficacité même de déplacer des arbres de leur géographie actuelle. Mais ce n'est pas ce que signifie la migration assistée. Il y a divers types. On parle de choses comme le déplacement des gènes, déplacer les gènes vers le nord, mais on peut parler aussi d'expansion de territoire et il y a aussi la migration assistée de type conservation qui est sur de beaucoup plus longues distances. Au Canada, Au Canada et aux États-Unis, il y a 1,5 million d'hectares reboisés tous les ans. Donc, pour le Canada et les États-Unis, 5 millions d'hectares récoltés ou brûlés tous les ans qui se régénèrent de manière naturelle. Ça, c'est en moyenne. Alors, est-ce qu'on devrait envisager l'immigration assistée à toutes ces zones? Quelles sont les possibilités qu'on ait des forêts plus résilientes? Quels sont les risques ainsi que les coûts et les avantages? La question des coûts et les risques, c'est une chose à laquelle John et moi nous attachons beaucoup en partenariat avec Kerry, notre prochaine conférencière invitée. Et donc, toute l'idée d'évaluer la migration assistée, pas seulement pour les situations locales, mais pour le tableau d'ensemble, c'est une chose à laquelle il faut effectivement s'attacher. Or, c'est un sujet délicat, en partie parce que les humains eux-mêmes ont parfois des idées un peu arrêtées. Alors, avant de conclure, je voulais parler de la prise de décision dans le contexte économique. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie
et à l'économie. Ce sont des sujets qui sont souvent étudiés en tandem de nos jours, surtout la prise de décision individuelle, pas forcément organisationnelle, mais évidemment, ça fait partie du défi auquel on est confronté. On prend des décisions fondées sur les émotions, pas forcément sur des évaluations calculées des coûts et des avantages. Vous avez ici en bas à gauche des thèmes, des thématiques connues, c'est-à-dire que la confirmation de nos a priori, un biais optimiste, la présentation d'un problème peut également conduire à des conclusions, l'aversion à la perte, la migration assistée doit faire l'objet d'une étude de nos a priori, de nos biais. En bas à droite de l'écran, vous avez un article qui évoque un biais, des a priori qu'on peut avoir par rapport à une habitude qu'on a de, de ces changements climatiques à présent. Nous sommes un peu comme la grenouille dans l'Oukibou. Alors, le Canada devrait connaître une augmentation des températures, des précipitations plus importantes et des conditions météorologiques plus extrêmes. Et les combinaisons de ces choses sont inéluctables dans les siècles à venir, dans le siècle à venir. Donc, on pourrait avoir un avenir plus sec, mais par moments extrêmement humide. Alors, il est impossible d'échapper à ces changements. Les émissions actuelles laissent présager un réchauffement climatique global beaucoup plus élevé que ce qu'on espérait, comme la COP récente le déclarait. Les répercussions sont importantes pour les forêts. Je pense qu'on peut dire que le climat local n'est plus local et cela affecte les réflexions par rapport à la génétique du problème. Ce n'est pas facile. Cela nous met au défi de penser différemment. Personnellement, je pense qu'il faut reconnaître comment on pense et que ça fasse partie de nos débats. Par exemple, quand on parle à la migration assistée, je pense que la migration assistée pourrait nous aider. Et les conférenciers qui sont invités aujourd'hui nous aideront à réfléchir à ces questions autrement aussi. Et sur ce, j'en resterai là, Amber. Merci beaucoup, Dan. Alors, je vais rapidement partager mon écran. C'était formidable, merci. Alors, à présent, nous avons invité Carrie McLaven. Alors, Carrie McClaven est la prochaine conférencière. Elle est PDG de la Forest Gene Conservation Association et présidente de la Canadian Forest Genetics Association. Elle travaille dans une équipe de 10 et elle travaille avec un incroyable réseau de conservation de gènes. Elle a travaillé pour des organismes sans but lucratif depuis 13 ans et travaille pour AFP Innovations, Parc Ontario et Outland Reforestation depuis un moment. Merci, Carrie. Bien, merci beaucoup, Amber. Bien, merci Amber et Dan. Vous avez toujours une longueur d'avance sur la recherche. Alors, merci beaucoup d'être présent aussi. Je suis, moi, sur le territoire des Anishinabeg, Haudenosaunee, Wendake et Mississauga et je travaille, mon équipe travaille dans tout l'Ontario et participe à des efforts de conscientisation dans toute l'île de la Tortue. Alors, je vais un peu gratter la surface. Je vois des noms qui me sont familiers dans la liste des participants. Alors, bonjour, je vous salue et je vous salue aussi si je ne vous connais pas. Je vais vous parler de notre expérience, des leçons retenues sur le plan de l'achat de semences et de matériel. Ça fait déjà 15 ans qu'on le fait et mes prédécesseurs l'ont fait pendant longtemps avant moi. Alors, heureuse de partager ce qu'on a appris. Alors, comme Amber le disait, je suis la PDG de la Forest Gene Conservation Association. Nous sommes un organisme sans but lucratif de l'Ontario qui se concentre surtout sur la diversité génétique, la conservation des gènes et un travail de reproduction forestière en Ontario. Cela dit, nous savons qu'une bonne partie de notre travail touche des gens d'ailleurs au Canada. Et comme Amber le disait, nous collaborons avec des personnes qui font un travail similaire dans d'autres parties du Canada. Ce travail varie selon la province
Et donc, je pense que c'est important d'apprendre les uns des autres. Je suis vraiment heureuse de pouvoir apprendre de l'expérience de mes homologues d'autres provinces. Alors, comme organisme sans but lucratif nous-mêmes, on pense toujours au très long terme. On essaie d'appliquer ces connaissances aux personnes qui font le travail de restauration sur le terrain. On sait que les données scientifiques existent, le climat a changé, il continue de changer. À présent, que peut-on faire, nous, comme praticiens, pour passer à l'action? Quelles sont les premières étapes? Et souvent, c'est ici qu'on peut soutenir les organisations. Alors, pour faire ce travail de diversité et de résilience, on se concentre sur quatre programmes principaux. Les espèces en péril d'arbres. On a une longue liste en Ontario. Donc, nous offrons des programmes de rétablissement des espèces pour toutes sortes de, d'espèces qui sont en péril ou préoccupantes. On a un programme de semences également qui tâche d'augmenter le volume des semences de grande qualité pour ces initiatives et également l'identification des sources. L'adaptation au changement climatique, nous ne sommes pas chercheurs, mais nous prenons les recherches faites par Dan, John, Trevor et d'autres et nous les mettons en pratique. Alors, vous êtes ici parce que vous vous intéressez à la semence et aux espèces et vous voulez en apprendre davantage. Alors, la prochaine étape, c'est de choisir la bonne espèce pour le bon site. Moi, je pense qu'il faut déplacer le matériel, mais si vous ne choisissez pas la bonne espèce, vu les conditions du sol, très souvent, vous avez un échec avant même d'avoir commencé. Ensuite, vous devez penser à la disponibilité de cette espèce. Est-ce qu'elle est facile à obtenir? Il y a des projections, mais est-ce que vous avez la possibilité d'obtenir des semences et des semis facilement? Est-ce que vous avez songé aux, aux besoins de semences par rapport aux semis? Dans certains cas, vous parlez de quatre graines pour produire un arbre. Ça varie beaucoup par, par région et par semence. Il y a des coûts également. Évidemment, ce n'est pas comme aller à la quincaillerie locale. Ça n'est peut-être pas disponible facilement. Ensuite, vous avez une association qui produit diverses semences. Vous allez peut-être attendre un an avant d'avoir un arbre disponible à planter. Et comme je disais un peu plus tôt, savoir si c'est opérationnel, c'est-à-dire que vous voulez simplement déplacer un peu de matériel pour créer une forêt plus diversifiée, un programme de restauration plus diversifié, ou est-ce que c'est une planification de la recherche, c'est-à-dire que vous devez savoir exactement quel est l'arbre planté. Ça, c'est des scénarios différents. Donc, si vous voulez déplacer du matériel ou continuer à utiliser le local, il faut d'abord obtenir de populations saines pour éviter une mauvaise qualité génétique. Donc, si on veut faire une meilleure forêt que ce qu'on a retrouvé, il faut prélever de peuplements de grande qualité. Donc, la variété des sites importe aussi. Souvent, s'ils viennent tous du même endroit, ils sont reliés. Ils sont apparentés d'une cellule unique à deux parents et ainsi de suite naturellement. Donc, il importe de varier les sites de prélèvement pour rehausser la variété génétique et ensuite, il faut documenter la provenance. Donc, si on ne sait pas d'où viennent les semences, on ne peut pas prendre des décisions pertinentes. Donc le point de la documentation est hautement important. D'autres considérations pour la planification, j'en ai déjà cité quelques-unes, mais l'état des banques de semences n'est peut-être pas suffisant pour répondre aux nouvelles demandes d'assistance à migration. Je suis prêt à déplacer des peuplements, mais il faut savoir si cette semence peut être stockée, est déjà stockée dans une banque
soit à moins 20 degrés dans un congélateur spécial et ou avec les bons types d'arbres et ainsi de suite. Ou est-ce que c'est des épinettes ou c'est plutôt des bois durs comme l'érable lesquels ne se stockent pas à long terme et doivent être prélevés fraîches. Donc, euh, donc, est-ce que les pouponnières ont des arbres qui sont déjà près de ces différentes origines que vous avez sélectionnées? Cette planification est importante. Ensuite, euh, la semence est un élément sous-évalué de l'arbre. Vous payez peut-être $1 de l'arbre, peut-être que c'est fou, 60 cents, peu importe, mais le reboisement, la reforestation, ça fait partie de la semence, ou la semence fait partie de ce coût. Donc, si vous cherchez à vous approvisionner en semences des régions du sud ou du sud de la frontière, il faut prendre en compte les coûts d'approvisionnement, d'expédition éventuellement, de déplacement du matériel, ainsi de suite. Par ailleurs, si certains organismes ne sont pas donc titulaires d'un mandat ou d'une obligation de provenir de certaines sources, ou qu'il n'y a pas d'éco-district, c'est peut-être donc à très grande échelle qu'il faudra documenter. Euh, Peut-être qu'on veut se limiter au niveau d'un comté ou d'une municipale. Comment obtenir cette information? Réfléchissez à cela aussi. Qui a ce niveau de détail dans l'identification de la source? Et puis, il y a l'expédition internationale. En bas à droite, vous voyez un grand camion de reefer, là. Donc, ça, c'était du chêne blanc. Donc, et qui provient des États-Unis. Il y a le phytosanitaire et les autres chênes à considérer. Ensuite, euh, tous des éléments à considérer quand on déplace des arbres et je ne suis pas là pour vous décourager et c'est au contraire, je veux vous habiliter, mais je ne veux pas que vous arriviez là-dedans les yeux fermés. Euh, ce sont, c'est le fruit de notre expérience. On a souvent perdu du sommeil pour un camion qui traversait la frontière. Mais bon, choisissez la bonne espèce pour le bon site. Quelle est la disponibilité de cette espèce et votre plan doit inclure donc les besoins en fonction des stocks existants, combien de temps ça va prendre pour prélever et les types et la planification. Donc, l'opportunité d'approvisionner. Bon, il faut évidemment contrôler la source. Il faut que le type ou l'essence soit compatible avec les conditions futures, mais aussi les conditions actuelles. Quel est le taux de survie par rapport aux voisins locaux? Et on peut superviser la production de semences et s'il y a une évolution à ce niveau. Ensuite, on peut gérer en termes d'empaquetage ou d'emballage congelé ou plutôt de dommages d'engelure, notamment ce qu'on a approvisionné là du Tennessee, était significativement était endommagé par le gel notamment. D'autres efforts qu'on qu'il faut faire, c'est notamment avec le Service canadien de la forêt, voir comment les différentes marques de croissance sont affectées, donc par la provenance. Pas besoin d'être un chercheur pour cela, ça peut être de la surveillance de performance fondée sur l'observation. Ensuite, ce qu'on envisage quand on crée un site pour une migration assistée, c'est le facteur suivant. Est-ce que ça pourrait constituer une source future d'approvisionnement de semences pour la région? Donc, pour ce qui est du prélèvement donc du sauvage, donc il y a beaucoup de lignes directrices d'instructions sur la façon de capter la diversité génétique. Nous offrons un programme de certification pour assurer le suivi de la source et s'assurer de la qualité de la documentation, que la personne soit bien formée et que le prélèvement respecte la terre et que la documentation est fidèle.
à la situation où le prélèvement a eu lieu. Si vous n'êtes pas vous-même une personne qui prélève, vous allez vous fier sur des personnes qui récoltent les semences hein, pour déplacer une forêt. Donc, au bas mot, je recommande d'encourager la prévision, les pratiques prévisionnelles pour planifier vos coûts et l'établissement ou le peuplement. Au mois d'août, bon, si vous vous renseignez, vous savez que peut-être au mois d'août, il y a un peuplement ou un, euh, qui est récoltable et ainsi de suite. Mais si vous avez vraiment des bons mécanismes de prévision, là, vous allez pouvoir ajuster vos plans en conséquence. Évaluer aussi la qualité avec les différents tests de flottaison et ainsi de suite pour évaluer la qualité physiologique de la semence. Et il y a beaucoup d'autres éléments. Là, je ne fais qu'effleurer la surface d'un sujet profond. D'autres sources à envisager à l'extérieur du prélèvement dans le milieu sauvage, il y a évidemment les vergers de semences, les régions de production. Dans le doute, demandez à un expert en amélioration de qualité ou en gestion forestière. Dans certains cas, ça peut représenter des sources si elles sont utilisées à bon escient. En règle générale, ce sont des sites contrôlés où les arbres présentaient des qualités ou des caractéristiques spécifiques que vous recherchez. Donc, il y a la possibilité d'en obtenir, mais il faut savoir exactement l'origine et l'usage qu'on entend faire. Alors, il s'agit donc, dans les leçons clés, je dirais, de prioriser la diversité génétique par-dessus tout, en vertu des conditions futures. Mais les arbres sont génétiquement uniques, s'adaptent à de nombreuses conditions. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de choisir la bonne espèce pour le bon site, parce que les sols changent beaucoup moins vite que le climat, et il faut que cet effort soit fait et s'assurer de prélever donc des stocks ou de la semence qui est bien documentée sur la source. Planification rigoureuse. Sachez combien de temps à l'avance pour que le projet connaisse du succès. C'est important. Pour les échéanciers, notamment d'obtention de la semence, c'est important dans les coûts et la planification du projet. Et apprenez des expériences précédentes, ne réinventez pas la roue. Il y a eu beaucoup d'expériences effectuées au Canada dans le transport. Partagez vos succès et vos échecs pour que nous puissions tous apprendre de la démarche. Et voici peut-être une démarche, une plateforme, dis-je, où nous pouvons partager ces expériences. Et je fais la promotion de notre manuel deuxième édition, donc de la semence, qui est disponible sur le FGCA, le site web de notre euh, conservation, donc, de notre association, des pratiques de base, des feuilles de données pour le prélèvement des semences. Tout cela est disponible et transférable, partageable. Et donc, nous sommes un organisme sans but lucratif et nous avons des membres et je suis heureuse d'en parler, de vous en parler et de donner suite avec ce qu'on fait à la FGCA. Et j'aimerais, donc n'hésitez pas à me parler après la séance ou à m'écrire pour des questions. Merci Amber. Super, merci. Merci. Donc, voici la diapo d'introduction de Trevor. Donc, nous avons Trevor Jones, qui a rejoint le Service canadien des forêts en tant que chercheur scientifique en 2018. Donc, il est co-responsable scientifique du projet Sylviculture adaptative pour le changement climatique situé à Petawawa, en Ontario, ainsi que de l'expérience de récolte de biomasse des Grands Lacs et du Saint-Laurent. La recherche porte sur les effets de la sylviculture de récolte partielle sur la structure résiduelle des peuplements, la diversité des espèces et la productivité des cèpes. Il s'intéresse à la quantification des ressources forestières à l'aide des technologies de télédétection, ainsi que la restauration et la régénération des forêts dégradées. Merci Trevor, vous avez la parole. Merci Amber. Donc, je vais afficher ma présentation, je l'espère, du moins. Ça va? Oui, vous êtes prêts? Super. Nous allons
parler donc du travail de migration assistée au niveau opérationnel dans le cadre de notre projet de sylviculture et de changement climatique. C'est en cours depuis 2017. Donc, ça fait déjà 7 et 8 ans même, et nous avons des résultats à vous communiquer. Donc, il s'agit d'un réseau de sites de recherche en Amérique du Nord, avec 19 sites au total, dont 2 sont au Canada, un à la forêt de recherche fédérale et l'une à la forêt John Prince en Colombie-Britannique. L'idée du réseau SACC, c'est de mettre à l'épreuve différents scénarios et traitements pour le changement climatique dans un contexte opérationnel avec des outils et des pratiques traditionnelles dans la gestion des forêts, donc la plantation, la gestion et la récolte, par exemple. Le travail au niveau donc des actifs découle d'un cadre et c'est la même chose partout au pays. Nous avons 3 traitements d'adaptation, la résistance, la résilience et la transition, et un groupe de contrôle sans action et un groupe de statu quo. Ces différentes stratégies d'adaptation s'intéressent essentiellement à différents degrés d'intensité d'intervention pour savoir comment adapter les forêts. Et dans cet exemple, on voit que les traitements de résistance qui semblent perpétuer le même type de forêt en utilisant des tactiques qui peuvent réduire les risques. La résilience, quant à elle, accommode un certain degré de changement dans le système, mais ça reste néanmoins le même type de forêt avec une meilleure capacité de se remettre de perturbations ou de résister à celles-ci. Et puis la transition, là, cette partie de la recherche s'intéresse à des interventions plus intensives qui créent des forêts qui ne ressemblent pas nécessairement à l'original, mais qui soient davantage adaptées à l'avenir ou prêtes à l'avenir et qui est censé ressembler et avoir le même degré de fonctionnalité dans les scénarios climatiques futurs. Donc, la forêt de recherche de Petawawa de 10 000 hectares à 2 heures d'Ottawa, c'est l'Ontario central, hein. C'est principalement des pins et des chênes. Les conditions de sol sont assez sèches et sablonneuses. Plaques de recherche de foresterie et de transfert de savoir depuis un siècle environ, une des premières forêts de recherche au Canada, et ça reste l'une des plus anciennes à ce titre au pays. Qu'attendre du changement climatique? Notre collègue en a déjà touché un mot, Dan. Donc, il y a des résultats attendus. Les plus importants sont les augmentations de température attendues de 50 à 100 ans sur l'horizon. Et selon les voies socio-économiques que nous choisissons comme société. À Pembroke, Pembroke, qui est près de Petawawa, Tige, on s'attend à des augmentations assez importantes des températures moyennes au cours des prochaines 50 années environ. Des augmentations de précipitations annuelles aussi. L'un des aspects qui nous préoccupe, c'est que cette augmentation de précipitations provient surtout donc pendant le printemps, l'automne et l'hiver, mais l'été où on a besoin de plus de chaleur, il y a des décroissances de précipitations, ce qui mène à des sécheresses et des déficits hydriques. Donc, c'est assez important comme effet sur ce qui pourra vivre et croître dans ces régions. Et c'est là-dessus que nous nous sommes concentrés principalement pour déterminer quelles semences choisir, quelles essences aussi et quelles stratégies de sylvicole pour perpétuer la forêt à Petawawa. Ainsi,
je vais rapidement passer en revue les différents traitements dans la forêt de recherche de Petawawa. Voici le traitement qui est donc une coupe progressive. C'est un traitement de coupe progressive, essentiellement. C'est une récolte partielle où on passe du bas vers le haut jusqu'à environ 50% du canopé, surtout pour le pin et les chênes. Euh, et le système de récolte progressive uniforme a des propriétés inhérentes qui permettent à l'adaptation au changement climatique, maintient pas mal de couverts et nous permet d'intervenir et de planter beaucoup d'espèces sous ce couvert. La partie résistance, là où on vient intervenir, c'est comme suit. On fait beaucoup de migration assistée, de plantation. On déplace les semences ici de trois zones climatiques. Les projections viennent du modèle donc de semences et de leur usure, créé par Dan en passant. Et ces trois horizons temporels et trois appareillages climat-semences, donc de 2011 à 2040, de 2041 à 2070 et de 2070 à 2100. Euh, Essentiellement, on s'est demandé quel serait l'avenir, le climat dans l'avenir, dans ces années-là, et quelles semences choisir pour optimiser le résultat. Donc la résilience, là, il s'agit de rehausser la capacité du système à se remettre de perturbations essentiellement. Donc là, on a utilisé donc une coupe progressive irrégulière avec des petites clairières et c'est là-dedans qu'on va planter des espèces plus méridionales, donc de pins et de chênes. Et ces clairières peuvent être étendues dans le temps et avec chacune de ces expansions, on peut revenir et faire de la gestion adaptative de la forêt, changer ce que nous plantons, la méthodologie aussi. Par exemple, ici, on modifie la structure de la forêt passablement. On crée beaucoup plus de diversité, la diversité structurelle, et ce faisant, dans les peuplements et entre les espèces et au sein de chaque, nous espérons que s'il y a des sécheresses, des infestations ou autres perturbations, que des parties où tous les peuplements encore, ou en tout cas des sections de la forêt, survivront. Le dernier traitement qu'on aborde, la transition, qui cherche des façons créatives d'adapter la forêt au changement climatique, qui cherche à maintenir les fonctions, les produits et services que offre la forêt à l'heure actuelle. Et il s'agit donc de s'éloigner du pain blanc. C'est déjà une étape assez radicale, une mesure radicale. Ce sera une coupe à blanc et là, on va régénérer avec d'autres types de pins qui poussent dans des terrains plus rudes. Donc, il s'agit d'élargir ce terrain euh, par la migration assistée, ce domaine, disons. L'idée étant de rehausser la diversité en plantant des tas de différentes espèces qui viennent de semences plus méridionales ou d'autres déjà mieux adaptées à des conditions plus chaudes et sèches. Donc, l'approvisionnement et le repérage des sources, des semences, donc, s'est effectué de 2021 je dirais de 2020 à 2021. On a fait de l'appareillage climatique avec les modèles de semences donc, et cinq scénarios ou RCP 8 et trois zones projetées dans le temps. Vous pouvez voir à droite, c'est les études Seedware qui ont été faites
qui représentent les clients correspondants pour Petawawa à l'avenir et des climats qui sont plus au sud et à l'ouest de notre région. Et au fur et à mesure que les années passent et qu'on augmente ces fenêtres, on a élargi ces fenêtres climatiques, et bien on va encore plus loin vers le sud et vers l'ouest. Essentiellement, c'était notre indicateur de la source d'où assurer la provenance de ces semences. Et ces semences viennent de l'une de ces trois zones climatiques, si possible. Donc, la FGCA a été retenue pour faire l'approvisionnement et l'acquisition de semences pour nous. De loin, ça a été vraiment notre meilleur investissement dans la recherche, à mon avis, en tout cas dans ma carrière. Ils ont fait les choses merveilleusement bien. On ne serait même pas près de la plantation si on avait dû faire tout cela nous-mêmes. Eux, ils ont pu aller jusqu'aux États-Unis, utiliser leur réseau de contacts et leurs connaissances pour obtenir toutes les graines dont on avait besoin. Et le National Tree Seed Center, qui sont passablement géniaux aussi, qui nous ont fourni donc le Centre national de semences. Les deux organismes nous ont aidés et on aurait pu réussir ce projet sans eux. La FGCA a acquis toutes les semences, toutes les graines. Donc, ça a été envoyé à un sylviculteur à Kempville qui a commencé à donc les faire pousser. C'était en 2022. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'échecs, de récoltes ratées, ou des fois de semences dont on a pu identifier la provenance. Beaucoup de défis se sont quand même posés. Parce qu'il y a une enveloppe climatique, ça ne veut pas dire qu'il y a des semences disponibles. Donc, quand même, il y a des leçons à tirer de tout cela. Euh, L'adaptation opérationnelle se fondant sur l'irrigation, notamment, donc exige qu'on aille chercher à l'extérieur de nos zones locales de la semence. Ce n'est pas toujours facile à faire. Ça peut se compliquer assez vite quand il faut faire appel à d'autres juridictions, d'autres pays, comme les États-Unis. Dans certains cas, on a dû le faire. Euh, donc là, il y a eu des défis, notamment le chêne blanc. Il y a eu des échecs. Ça n'a rien de facile. Donc, comme Kerry l'a dit, tirez-en les leçons, planifiez le mieux possible, ça vous aidera. Quelques résultats à vous montrer. Donc, les arbrisseaux ont été plantés en 2023. Ils sont dans le sol depuis 2023. Ce sont des résultats préliminaires de 2025. Ensuite, donc, en haut, ce sont les jeunes pousses et en bas, c'est le taux de survie à un an, hein. Les codes d'espèces sont à droite. PR, c'est le pin rouge. Bon, ce sont des abréviations ontariennes, néanmoins, je vais garder ça à l'écran pour un instant. Euh, et puis, les zones locales, un, 2 ou 3, qui sont à parier. Euh, donc, ce qui nous intéresse ici, en fait, ce qu'on regarde ici à l'écran, c'est le statu quo, donc la coupe progressive, le pain rouge, le pain blanc, local. Ce que ça nous montre, c'est que, par chance, la sylviculture industrielle standard est assez efficace pour faire développer les arbres. Plus de 90% de taux de survie est enregistré et quelques 40 centimètres de croissance enregistrés après 2 ans. Donc, c'est plutôt bien. Le traitement résistance. Là, on envisage quatre différentes populations. Et je commence à gauche, là, c'est local. Et de gauche à droite, on se déplace vers le sud. Et
vous voyez que le taux de survie et de croissance de ces différentes semences ou ces semences de différentes origines ne varie pas énormément. Et ceux qui viennent de sources plus méridionales semblent avoir à peu près en tout cas des taux de survie semblables à ceux qui sont locales. Et la croissance est autour de 35-40 cm, taux de survie autour de 90%, ce qui est assez bien. Traitement résilience, là, il y a un écart croissant avec la clairière croissante, des pins blancs de source méridionale et du chêne rouge de deux sources aussi méridionales et le chêne blanc, là, on a eu des difficultés, des champignons notamment et des souris qui sont venues manger beaucoup de la pulpe du bois dans les serres. Donc, on n'a pas pu en planter autant qu'on aurait voulu. On a dû donc ensemencer une population, un peuplement pendant le traitement. Donc, c'est un peu différent de la transition, du groupe transition, mais après 2 ans, ils réussissent plutôt bien. Donc, les chênes blancs, ils atteignent à peu près la même hauteur et le même taux de survie, ou en tout cas un assez bon taux. Donc, pas des différences immenses. Peu importe leur origine, toutes les espèces vont plutôt bien. Les, les chênes et le pin blanc, provenant de sources un peu plus méridionales, semblent avoir un peu mieux réussi, mais pas beaucoup. Elle se développe assez bien. Ensuite, pour la transition, ça c'était donc une coupe à blanc avec introduction de nouvelles espèces. Euh, donc le PP, c'était une migration assistée. Un chêne rouge du sud et un chêne blanc en jeune pousse. Pour ce qui est du pain, donc en tout cas, ça va assez bien et toutes les autres semblent se développer plutôt bien. Donc, toutes les espèces non locales ont une bonne croissance. Le temps nous dira comment elles vont survivre et peut-être compétitionner les unes avec les autres. Ce n'est que 2 ans hein, après l'ensemencement, donc vraiment, les résultats sont très préliminaires, mais du point de vue scientifique, nous sommes assez satisfaits hein, de voir qu'il y a survie et croissance et que nos semences du Sud réussissent assez bien. Je pense qu'il y a lieu d'être optimiste, mais l'avenir nous donnera la suite. Il faudra peut-être faire des contrôles au niveau de la compétition au cours des prochaines années. Il y a les murs en abondance, en surabondance, et il faudra sans doute faire du prélèvement de ça pour libérer certains de ces arbres. Et revenir faire de la surveillance à long terme, donc pour les 15 à 20 prochaines années, je dirais. Et on vous donnera des nouvelles là-dessus. Super, merci beaucoup, Trevor. Oh, je pensais que vous aviez fini. Oui, j'ai fini, effectivement. Bon, c'est super. Je suis heureuse de savoir. Heureuse de voir ce qui se passe à Petawawa. Il y a un plus grand réseau aux États-Unis. Donc, c'est bien de voir qu'il y a du progrès. Ensuite vient Naomi, notre quatrième présentatrice, Naomi Butterfield, après avoir commencé comme planteuse. Naomi s'est spécialisée dans l'écologie de la remise en état, possède plus de 6 ans d'expérience dans la mise en œuvre de projets de remise en état dans les forêts du Nord-Ouest. Titulaire d'un baccalauréat en sciences de la conservation et d'une maîtrise en études nordiques où ses recherches ont porté sur la restauration du système boréal après les perturbations causées par le dégel dans le centre du Yukon. Dans le cadre du programme Yukon Seed and Restoration, elle se consacre à la restauration communautaire. Vous avez la parole, Naomi. Merci. Est-ce que ça marche?
Oui, ça marche. Super. Alors, je m'appelle Naomi Butterfield. Je suis reconnaissant de représenter Yukon Seed and Restoration lors de ce webinaire important. On va parler d'intendance communautaire dans les forêts du Nord-Ouest. Donc, Tequante Man Forest, notamment. Donc, Yukon Seed and Restoration est une petite entreprise d'experts conseils autochtones dans le sud du Yukon. Et on fait une bonne partie de notre travail donc dans le territoire traditionnel des Natchoniak Don, la nation qui est l'actionnaire principal de notre entreprise. C'est le NND pour la suite des choses aujourd'hui et Yukon Seed and Restoration sera YSR si vous le voulez bien. Donc, nous sommes un organisme sans but lucratif qui vise à répondre à l'engagement communautaire, l'apprentissage réciproque. Pour ce qui est des clients industriels, il est important pour nous de représenter donc les intérêts de la nation et d'obtenir du financement pour des projets communautaires. Nous sommes aussi essentiellement des personnes qui adorent la nature et des bidouilleurs de plantes, donc. Et nous avons donc beaucoup d'autres territoires à couvrir au Yukon. Alors, la température augmente à 2 fois la vitesse de ce qui se passe dans le sud du pays, ce qui signifie que nos saisons de feux de forêt sont beaucoup plus longues. Ce que ça signifie aussi, c'est que les feux sont plus vastes, plus profonds et plus chauds qu'ailleurs. Plus précisément, les touches organiques du sol qui s'assèchent. Et dans le système boréal, beaucoup de conifères comme les pins sont largement touchés par ces feux très intensifs. Cela réduit énormément la viabilité de ces espèces. Alors, l'activité des incendies grandissantes signifie que ces espèces n'arrivent plus à se restaurer. Donc, l'augmentation de la température et l'augmentation du nombre des incendies de forêt accélère la fonte du pergélisol, qui signifie davantage de carbone et ce qui déstabilise les sols, ce qui a un effet sur l'infrastructure, l'hydrologie et l'habitat. Alors, ce sont des changements qui signifient qu'il faut agir de manière beaucoup plus rapide dans le nord. Alors, au vu de ces changements, une société a décidé de travailler comme nous, qui a décidé de travailler avec la communauté. Comment s'y prend-elle? Alors, très souvent, on approche la communauté nous-mêmes. Donc, en 2023, nous avons obtenu un financement de l'Initiative forestière autochtone visant à lancer un programme de classification écologique des paysages pour toute la forêt Tequantaman. La forêt Tequantaman se trouve sur le territoire traditionnel des nations locales et il y a une activité incendiaire importante. Alors voici une illustration, une carte qui montre la différence entre 2019 et 2023. Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup moins de pousses. Et à droite, vous avez les photos du printemps dernier. C'est très important de noter que ça ne fait que 6 ans. Donc, après 6 ans, il y a très peu de régénération, surtout de conifères, en partie en raison de la sévérité des incendies, la réduction des semis autochtones. Alors, nous avons organisé un atelier
Et nous avons présenté des questions à la communauté, des questions dont l'impact des changements observés sur la flore et la faune, ainsi que les visions et les rêves de restauration pour les populations locales. Les thèmes clés qui ressortent de ces séances sont la perte du sapin subalpin, qui est très sensible au feu, les préoccupations concernant la perte d'habitat, en particulier pour le caribou, parce que l'habitat essentiel est durement touché par le caribou et parce que le peuplier faux-tremble envahit les lieux, ce qui signifie qu'il est difficile aussi pour les populations locales d'avoir accès à des plantes médicinales. Et ça confirme le fait que la régénération est très difficile pour les conifères lorsqu'il y a plus d'activités incendiaires. Alors, avec l'utilisation de ce savoir local, on a pu créer une demande au programme des 2 milliards d'arbres pour mener un projet de reboisement écoculturel dans la forêt Tequanetman pour restaurer les terres d'une manière qui favorise à la fois la santé écologique, donc en se concentrant sur entre autres, les conifères subalpins qui ne se régénèrent pas seuls, et les pratiques culturelles, vu l'importance, entre autres, de la zone subalpine, on la surplombe là sur la photo, et la forêt dans son ensemble, vu son importance pour la culture. Vous avez le lac au fond qui alimente une bonne partie de la zone en eau. Et en se concentrant évidemment sur l'utilisation de la faune et la valeur de l'habitat. Alors, comme tout programme de restauration, il repose sur le besoin de semences. Comme vous l'avez déjà évoqué, l'utilisation de semences locales et autochtones est essentielle pour la remise en état efficace parce que les semences sont adaptées aux conditions locales. On a des taux de germination et des taux de survie beaucoup plus élevés. C'est surtout important au Yukon puisque les saisons de croissance sont très courtes. Le Yukon, cependant, ne dispose pas de banque de semences et c'est parfois difficile de s'approvisionner en semences. Bien que notre groupe intègre les semences au programme de reboisement écoculturel. Dans le cas du sapin subalpin, euh, qui exige 2 ans avant de commencer sa croissance, on a dû se tourner vers d'autres stocks de semences. On a pu effectivement trouver le dernier stock de semences de sapin subalpin qui remonte aux années 80. Il a un taux de viabilité de 14% seulement. Cela met en évidence un obstacle majeur à la restauration dans le nord de banques également viables. Donc, le Yukon, comme d'autres endroits, n'ont pas cette capacité et c'est la raison pour laquelle la capacité de restauration est faible. Alors, cela signifie bien qu'il est important pour nous de commencer par la collecte de semences et de faire la collecte et tout le traitement chez nous. Nettoyer, traiter, stocker les semences en interne. Donc, procéder à nos propres collectes et identifier les provenances et stocker de manière adaptée. Il est important pour nous d'identifier les provenances car cela nous permet de commencer à utiliser un transfert de semences adapté au climat au sein de notre propre programme de reboisement grâce à une diversité génétique, donc en se déplacement du sud vers le centre et pour commencer à travailler aux changements qu'on observe déjà sur le terrain et pour anticiper évidemment les conditions futures, car comme d'autres l'ont déjà dit, surtout pour les provinces, il y a des zones de semences et de l'information pour des zones de transfert, mais ce n'est pas le cas du Yukon. Conséquemment, nous nous servons d'écozones plutôt que de zones de semences parce que
nous n'avons pas accès à ces informations. Et donc, les ratios déterminés sont déterminés en fonction de la tolérance de chaque espèce au changement de température. Alors, voici un autre exemple. Nous nous sommes adressés à la communauté pour tâcher d'identifier les priorités et les besoins de, de la communauté. Alors ici, vous avez l'exemple de la communauté qui est venue vers nous, donc en 2024, l'été dernier. Le ministère du Territoire nous a contactés au sujet de préoccupations urgentes dans la vallée des Toonatatabke. Donc, c'est un domaine qui a vécu beaucoup d'incendies de forêt, ce qui a accéléré l- la fonte du pergélisol. Alors, si vous ne connaissez pas le pergélisol, si le pergélisol est riche en glace, une fois qu'il fond, l'eau qui s'écoule signifie que le, le terrain perd son intégrité structurelle. Il peut y avoir un glissement de terrain. Alors, ce dégel a provoqué un affaissement, éliminant la couche organique et la projetant ainsi que les fines minérales fraîchement exposées dans les cours d'eau. Ça crée une boucle sans fin, c'est-à-dire que l'érosion se poursuit par la suite. Alors, dans ce cas-ci, comme vous le voyez en bas, les glissements de terrain se produisent partout et il y a un risque que le matériel qui est essentiellement la couche supérieure, ainsi que euh, le sol et les minéraux, glissent le long de cette pente jusqu'au ruisseau Haggart. C'est un cours d'eau vital qui permet aux saumons et aux ombres de l'Arctique de se rassembler, de se, de se reproduire. Et c'est important pour la pêche sur le plan culturel. Et même avant l- le- la situation actuelle, une mine, la mine Eagle Gold, en 2014, en 2024 plutôt, a libéré d'énormes quantités de cyanure dans le bassin versant. Alors, on nous a demandé d'utiliser une partie du financement pour les armes pour travailler sur les zones les plus touchées. Alors, en raison de la nature de l'érosion, on a un nouveau défi de restauration. Donc, on a pu se servir des méthodes de contrôle d'érosion et des systèmes biologiques et d'ingénierie pour lutter contre l'érosion, pour créer une forme de mur de soutènement, si vous voulez. Mais pour le mur principal, pour la paroi principale, il a fallu trouver de nouvelles méthodes. On a essayé l'utilisation de conteneurs sous forme de palissades, grâce, si vous voulez, à un matériel végétal recouvert de mousse pour avoir un soutien structurel et biologique pour tâcher de réduire la croissance de végétaux à l'intérieur. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'avec les changements climatiques, vous avez des conditions inhabituelles et nous devons adapter nos méthodes de restauration pour lutter contre ces nouvelles réalités. Voici d'autres images qui surplombent la pente. Alors, comme vous voyez ici, vous avez les débris, les gravats, un mélange de végétaux et de non-végétaux. On essaie de ralentir l'érosion. Alors, nous pensons que la résilience climatique dépend vraiment d'approches communautaires, des personnes sur le terrain. Nous pensons qu'il est vraiment important, lorsqu'on pense à la résilience de nos forêts, de penser aux priorités locales, de se concentrer sur la souveraineté des semences et de renforcer la capacité du territoire, d'investir dans la restauration
grâce à la création d'une banque de semences et d'être ouvert aussi à l'expérimentation de nouvelles méthodes et techniques pour réagir au paysage changeant. Notre travail est orienté par les communautés que nous desservons et nos objectifs partagés. Donc, la lutte contre les changements climatiques, c'est une responsabilité partagée, mais aussi une occasion partagée. Merci beaucoup, Musicho. Merci, c'était formidable. Merci, Naomi. Alors, à présent, le dernier, mais non le moindre, Greg. Je vais partager son écran très rapidement. Alors, très heureux de pouvoir compter sur Greg aujourd'hui. Alors, Greg O'Neill, qui est arboriste de formation. Il a travaillé en biologie et en écologie pendant 25 ans pour le ministère de la Forêt de la Colombie-Britannique. Greg étudie la variation adaptative des espèces d'arbres dans l'ouest de l'Amérique du Nord et applique ses connaissances pour développer des pratiques de reboisement résilientes. Il consacre une bonne partie de son temps aux grands essais sur le terrain, dont l'essai sur l'adaptation à la migration assistée et l'autre est un essai sur les pinettes de l'intérieur. Et il travaille aussi à l'élaboration et à la mise en œuvre du système de transfert de semences basé sur le climat de la Colombie-Britannique, CBSC pour faire court. Merci d'être ici, Greg. Sur ce, je vous cède la parole. Merci, Amber. Est-ce que vous m'entendez? Bien, merci. Merci, Amber. Et merci aux conférenciers qui m'ont précédé d'avoir bien lancé le bal. Je prends la parole aujourd'hui depuis le territoire non cédé des Stellics. Alors, à droite de cet écran, vous avez un séquoia géant du centre de la Californie qui a à peu près 3 ans et il mesure 1 mètre et il grandit à 1400 mètres de Nelson en Colombie-Britannique. La raison pour laquelle il pousse si bien, c'est que le climat dans le sud-est de la Colombie-Britannique est à peu près identique à celui des grands séquoias de la Californie. Donc, dans le toit des montagnes du centre de la Californie. Alors, il faut penser de manière climatique plutôt que géographique. C'est ce que j'essaie d'illustrer avec cette photo. Alors, je vais évoquer l'explication de, de, de ces transferts, le système qu'on a mis en place ici en Colombie-Britannique, et je vais évoquer aussi quelques préoccupations par rapport à ces transferts et à la migration assistée. Alors, je ne vais pas présenter des photos des catastrophes écologiques que vous connaissez trop bien, mais je vais plutôt présenter cette image, un travail réalisé par Eric Sapner du Service de la foresterie du Canada. Et Eric Sattler nous montre en noir la courbe de croissance, volume par rapport à l'âge. Donc, c'est ce à quoi on s'attend pour le sud de la Colombie-Britannique. Derek Sattler a donc pris des données provenant d'arbres de bien des sites. Il a pu s'en servir pour adapter à la fois la, la courbe de la taille et aussi la courbe de la mortalité pour divers types de pins. Et il l'a fait de manière très intelligente pour modéliser les interactions entre la hauteur et l'âge. Et ce qu'il a déterminé, c'est que à la rotation, si vous avez par exemple un semis planté en 2010, 90 jours, 90 ans après, on devrait s'attendre à 22% de moins de productivité dans le sud de la Colombie-Britannique, 17% dans le centre et 18% dans le nord. Alors, ce sont des impacts importants et gardez à l'esprit que ça a un impact sur les services écologiques associés avec cette espèce. Alors, pourquoi? Pourquoi la ligne rouge est-elle si faible par rapport à la ligne noire? C'est parce que les changements climatiques créent un retard d'évolution. Je pense que c'est Dan qui nous a parlé
du fait que le climat migre beaucoup plus vite que les populations elles-mêmes. Ça crée donc un retard d'adaptation qui crée une mauvaise adaptation et une faible croissance. Mais avec la migration assistée, on peut ralentir ce retard d'évolution, réduire la mauvaise adaptation et tâcher de maintenir une partie de cette croissance qu'on abandonnerait au changement climatique autrement. Alors, je vais voler cette image de McKinney de 2014. Alors, comme on le voit, les zones ont changé considérablement au Canada depuis 50 ans. Et en foresterie, parce que on parle sur le très long terme, on ne peut pas protéger les arbres comme on protège, par exemple, d'autres formes d'horticulture ou d'agriculture. Il faut être beaucoup plus préoccupé par les modifications dans la rusticité des plantes. Alors, voici le transfert de semences fondé sur la géographie de la Colombie-Britannique. En vert très brillant, comme vous voyez, les choses ne changent pas beaucoup et c'est très bien. C'est facile à mettre en œuvre, mais ça présente des difficultés. La déployabilité est limitée. Si on veut avoir une collection de semences, mais qu'on ne peut la planter que dans cette toute petite zone, c'est un problème. Et ça ne se prête pas très bien à la migration assistée non plus. Alors, nous avons une classification écologique très évoluée en Colombie-Britannique qui a 207 becs, tels qu'on les appelle, les biogémoclimatiques des écosystèmes. Alors, ce sont des plantes, des animaux et des climats similaires. Et on peut exploiter ceci pour développer un nouveau système. Moi, je préfère voir les choses de manière climatique plutôt que géographique. Alors, je vais prendre ces 207 becs et je vais prendre la moyenne climatique ou la médiane climatique plutôt de chacun et je vais tâcher de l'illustrer en fonction de la température annuelle médiane et la précipitation médiane. Alors, disons que vous êtes concentré sur ce carré vert. Selon ce qu'on pense en foresterie depuis 100 ans, on planterait, donc on recueillerait sa semence d'un lieu similaire au lieu où vous voulez planter votre semence. Mais il se produit des changements climatiques et il faut acheter nos semences de lieux qui sont un peu plus chauds que le climat actuel. Alors, on migre l'axe focal de l'approvisionnement vers un lieu qui est un peu plus chaud. Ça devient notre prochain lieu d'approvisionnement. Donc, on peut aller chercher de la semence de n'importe quel lieu dans cet ovale rouge. On le fait pour 7 variables climatiques, pas que 2. Mais pour les fins de l'illustration, là, je me sers simplement de 2 variables. Alors, ce à quoi ça ressemble sur les terrains, c'est que là où vous plantez, c'est en rouge et vous pouvez acheter votre semence de n'importe lequel de ces écosystèmes, de ces variables bec. Alors, ce sont des variables bec similaires sur le plan climatique, similaires à ce qui est montré en rouge, la variante en rouge. Si on voulait mettre en place la migration assistée, on déplacerait les approvisionnements à des variantes un peu plus chaudes et c'est ce qu'on voit ici. Ça n'a pas encore été mis au point, mais c'est la prochaine étape. Bon, alors à présent, la question devient, bon, il y a 2 choses à calculer pour y parvenir. D'abord, ce vecteur, la distance de migration et la taille de l'ovale. Alors, je vais vous montrer comment on calcule ces 2 choses. Si on prend Enderby, un petit village au nord de Vernon, à une demi-heure de Vernon, en Colombie-Britannique, alors vous avez la température de Enderby, la médiane de 1990 projetée jusqu'en 2100. La température annuelle médiane à Enderby pour le moment, cette année,
est à peu près 6 degrés. Son climat ancestral ou historique, c'était 1,5 degré de moins. Alors, si vous êtes un arboriculteur en Colombie-Britannique, vous devez chercher quelque chose qui est déjà adapté à un climat qui est 1,5 degré plus chaud, parce que la semence est adaptée à un climat qui est 1,5 degré plus euh, froide que ce que vous pouvez prédire. Prenons Osoyoos, où il fait déjà plus chaud, 7,5 degrés en moyenne. Alors, vous avez de la semence adaptée pour le moment, mais cet arbre doit être dans le sol pendant 60-80 ans. Alors, il faut migrer un tout petit peu plus loin, sachant que les arbres sont sensibles dans leurs 2 premières décennies de vie, plutôt que les décennies ultérieures. Donc, on se projette plutôt 15 ans dans l'avenir. Alors, on ajoute ce montant en plus et ça devient la distance de migration, c'est-à-dire qu'on calcule cette distance selon 7 variables climatiques. Et c'est le vecteur que je viens de vous présenter sur la figure précédente. L'autre chose qu'il faut calculer, c'est la taille de l'ovale. Quel est l'espace d'approvisionnement? Ici, on a beaucoup de chance en Colombie-Britannique de pouvoir compter sur le test de provenance du pain tordu. Ici, on a des sites plantés à Community Lake, dans le centre de la Colombie-Britannique, où la température médiane est un peu moins de 3 degrés. Et comme vous le voyez, on a une belle courbe. Vous avez 2,9. Et si on veut que notre semence, en fait, si on plante sur un site ou un climat similaire à celui de Community Lake, la semence devrait parvenir d'un endroit entre ces deux lignes verticales. C'est la distance sûre de transfert de la semence, ou SSTD. C'est ce qui nous permet de déterminer la taille de l'ovale. Alors, ça a été mis en œuvre, hein, ça a été rédigé dans ce rapport technique en 99 et mis en œuvre dans SPAR, notre programme de demande de semences. Ça a été passé en revue, en long et en large d'ailleurs, et ça a été mis en œuvre de manière facultative en 2018 et rendu obligatoire en 2022. Ça a remplacé toutes les espèces dans toutes les régions de la Colombie-Britannique, vergers et peuplements sauvages. Nous gardons un œil sur les résultats. Jusqu'à présent, on a beaucoup d'intérêt, en grande partie parce que les calculs nous ont pris 2 ans, mais la mise en œuvre, ces révisions et les communications, l'engagement a pris 5 ans. Donc, ça a été lent, mais ça a valu le coup. Alors, à présent, histoire de vérifier ce système, il y a quelques années, avec mon collègue, professeur Louot, nous avons pris 40 000 transferts aléatoires. Donc, 40 000 sources aléatoires de semences et 40 000 sites aléatoires en Colombie-Britannique et nous les avons appariés. Puis on s'est posé la question, parmi ces 40 000, lesquels seraient permis dans le système de transfert géographique, lesquels seraient permis dans le système de transfert climatique et lequel serait disponible dans le système de transfert climatique avec migration assistée. Alors, nous savons quelle est la source de la semence, le climat au site, et nous savons, ah, pardon, alors, nous savons quel est le climat au niveau du site, donc on sait quelle est la distance de migration, donc on peut calculer l'impact sur la productivité grâce à cette fonction de transfert. Et nous savons combien de flèches rouges il y a, donc on sait quelle est la déployabilité de la semence. Donc avec le pain tordu, si on regarde la hauteur pour les 3 systèmes de transfert de semences, la hauteur n'est pas très différente entre le transfert de semences fondé sur le climat ou géographique. C'est la migration
assistée qui contribue le plus à l'augmentation de la hauteur, donc de la taille du pain. Mais quand on regarde le déploiement, combien d'hectares utilise-t-on en moyenne pour chacun des transferts? Euh, Quelle est la zone sur laquelle on peut déployer la semence? Donc, il y a une augmentation importante avec le transfert fondé sur le climat et importante aussi avec la migration assistée. Alors, vous posez peut-être la question, pourquoi la migration assistée réduit-elle la déployabilité? Eh bien, c'est parce que dans le nord de la Colombie-Britannique, on n'a nulle part où aller. On ne peut pas inclure, par exemple, le Yukon et le nord dans ces calculs. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est le transfert, le virage vers un axe focal climatique plutôt que géographique qui améliore la zone de déploiement. Et on a des résultats similaires pour le sapin, augmentation de la déployabilité, de la hauteur et de la résistance. Quand on convertit de la hauteur au volume, on voit qu'on a une augmentation de 15% du volume au moment de la rotation pour le pain tordu et 6% d'augmentation pour l'épinette de l'intérieur. Alors, ça, c'est une augmentation importante qu'il faut retenir. Et le déploiement est le double pour le pain et on l'augmente de 7 fois pour l'épinette. Alors, des augmentations importantes sur le plan de la zone de déploiement. Alors, c'est une situation gagnant-gagnant. La province est contente parce que on a un meilleur volume, oui, mais aussi moins de perte de volume en raison des changements climatiques. Et évidemment, l- les professionnels sont contents parce que toute la semence est utilisable et peut être déployable beaucoup plus dans... Quelles sont les préoccupations avec cette migration assistée? Eh bien, est-ce que les arbres vont pousser dans ces nouveaux climats? Eh bien, dans le scénario sans assistance, on sait que la température a déjà augmenté d'1,5 degré. Donc, d'emblée, le site est plus chaud que l'origine de la semence. Et à la récolte, ce sera peut-être 3 degrés, voire plus dans le Grand Nord. Les arbres vont connaître une hausse de température de 4,5 degrés de plus que leur température historique. Et à la récolte, ce sera 4,5 degrés les entourera. Donc, comparativement à la migration assistée, à l'établissement, en moyenne, on plante des arbres qui proviennent d'origine qui est à 0,5 degrés Celsius comme région, plus basse. Et à la récolte, le site sera à 2,5 degrés de plus chaud. Donc, il y aura une différence de 3 degrés environ entre le départ, l'établissement donc et la récolte. Lequel des deux scénarios est plus risqué? Eh bien, il me semble assez clair que le risque est plus grand avec l'absence de migration assistée. Surtout ici, soit que l'établissement sera difficile ou un peu plus difficile, ou soit que la récolte va être beaucoup plus risquée étant donné que l'augmentation de la température est exponentielle. Donc, autre bémol, on ne peut pas faire d'AM ou de MA plutôt parce que nous n'avons pas d'essai de provenance. Bon, il faut obtenir les semences de quelque part. Il y a des règles, une réglementation ou en tout cas une ligne directrice sur la façon de le faire. Pas besoin non plus de réinventer la roue. On continue d'utiliser les distances d'appareillage que vous avez toujours utilisées sur le plan climatique. Donc, un collègue de la Californie, Joseph Stewart, a examiné 5 espèces
et a comparé les distances de transfert pour ces 5 espèces et elles s'avèrent très, très semblables. Sally Aiken et Jordan Demos ont aussi écrit il y a quelques années que les espèces montrent donc une gradation, une progression climatique suffisamment similaire à l'absence d'un savoir spécifique à la semence ou à l'espèce. Pas besoin d'avoir des courbes précises de transfert, donc, pour faire ce type de transfert. Au Canada, et pour la plupart de la Colombie-Britannique, nous n'avons pas de courbe de transfert, hein. Pour la plupart de nos espèces, au contraire, on se fie sur l'épinette et le pain pour nous guider. Donc, dans l'incertitude, choisissez la courbe la plus pentue. C'est assez simple comme solution. Autre refrain. Survivront-ils en dehors de leur aire de répartition? Hmm, Voici donc une représentation schématique de la Colombie-Britannique. Une espèce donnée et sa distribution géographique actuelle et sa distribution future. On parle, mentionner différents types de migration assistée, population assistée ou flux du gène assisté. Donc, de tout point à l'intérieur de la ligne solide à tout autre point dans le pointillé, ça c'est ce qu'on appelle le flux génétique assisté. Donc, donc la colonisation assistée, c'est quand on dépasse carrément cette région. Alors, la région ici constitue une très petite, celle qui dépasse constitue donc une très petite fraction de la région A. Donc, la plupart de la migration assistée au Canada sera du type migration assistée de la population, à savoir le type dont on n'est même pas encore au courant. Il est néanmoins important de le faire les choses correctement. Mais en d'autres mots, on déplace rarement les espèces à l'extérieur de leur aire de répartition. La migration assistée, il y a cette conception que ça veut dire planter quelque chose à peu près n'importe où. Mais non, c'est vraiment une expansion assistée de l'air et un dépassement léger donc de son aire de répartition naturelle actuelle. Et nous avons eu la chance de compter sur des données pour mettre à l'épreuve ces mouvements. Ces mouvements-ci, Hardy Reeves, moi et Monsieur Mackenzie aussi, nous ont donné donc, trois espèces qui avaient été déplacées à l'extérieur de leur aire originale en Colombie-Britannique, et ces trois espèces ont connu une croissance plus élevée avec un taux de survie plus élevé à l'extérieur de leur aire que dans leur aire. Comment est-ce possible? Revenons à Enderby, où on voyait que le climat a déjà augmenté d'1,5 degré. Donc, leur aire naturelle climatique a déjà migré vers les climats plus frais. Quelqu'un a mentionné plus tôt que la première question avec la migration assistée, c'est de sélectionner la bonne espèce. On oublie souvent cela. On- Est-ce qu'ils survivront dans différents sols, différents types de sols? Et la réponse simple est non. Et on ne peut pas prendre donc un sapin Douglas qui est adapté dans les sols arides et l'envoyer là où l'eau souterraine est à 30 centimètres. C'est impossible. La Colombie-Britannique a un outil de sélection d'espèces bien développé pour s'assurer que la décision judicieuse soit faite quant à l'espèce. Donc, je dirais non, ils ne survivront pas dans différents types de sols. Mais la migration assistée, ça n'implique pas non plus que vous allez les mettre dans des sols différents. Non, il faut quand même les mettre dans des sols identiques à leur sol d'origine, d'accord?
quelquefois, j'entends dire que l'incertitude climatique est trop grande. On ne peut pas faire de migration assistée parce qu'on ne peut savoir à quoi ressemblera le climat dans 100 ans. Eh bien, on n'a pas besoin de savoir ce à quoi ça ressemblera dans 100 ans, à savoir. Quel était le climat ici, disons le climat ancestral, si on remonte de quelques décennies ou un ou deux siècles, et qu'est-ce que le climat sera dans, je dirais, quelques années d'avenir. Nous avons des données pour calculer cela et nous devons le modéliser. Il y en a de nombreux, mais les modèles euh, ne varient pas énormément de 15 à 50 ans dans l'avenir. Donc, en fait, le degré d'incertitude est très faible à ce niveau. Pour conclure, le changement climatique, ce n'est pas bon pour les arbres. Donc, le rétablissement des populations dans leur climat historique peut contribuer à réduire l'impact du changement climatique et le risque lié à l'action, eh bien, est faible par rapport au risque lié à l'inaction. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je m'arrête là-dessus. Merci infiniment, Greg. Nous avons dépassé un petit peu, mais c'est bien parce que les conférences ont été de bonne qualité aujourd'hui, hein. Euh, donc, il y aura un enregistrement qui sera à disposition dans quelques jours sur le Knowledge Hub en anglais et en français. Les enregistrements de séance aujourd'hui, de même que la série en trois parties de la restauration post-feu de forêt. Et voici le code QR de Forêt Canada. Aussi, vous pouvez vous enregistrer pour cette mise à jour régulière. On commence la séance de questions. Je demande aux conférenciers d'allumer leur caméra. Et je vais commencer avec les questions qui ont reçu le plus de votes, si vous le voulez bien, les plus populaires en d'autres mots. Et c'est adressé à Dan. Vous avez parlé de différents types de migration assistée. Euh, à quel moment sont-elles les plus appropriées? Et quelle est la différence entre migration et... Bon, je pense que Greg vient de répondre à certaines de ces questions parce que Greg est dans une province qui se livre déjà officiellement à ses activités. Et en fait, c'est ce qu'il disait à la toute fin. Les mouvements de population sont essentiellement sans risque. Donc, que ce soit vers le nord ou en altitude, en tout cas dans le cas de Greg, ils seront mieux adaptés génétiquement, compte tenu évidemment des conditions de sol et de la comptabilité, là, de la compatibilité, dis-je. Si une espèce est habituée au sablonneux, il ne faut pas la faire pousser dans un marais. Mais ce type d'assistance est bonne. Et le climat n'est déjà plus local, surtout dans l'Ouest. Il change, il évolue beaucoup plus rapidement là-bas. Donc, c'est une stratégie judicieuse, assez libre de risque. Et on ne va pas faire passer les catalpas jusqu'à la forêt boréale. Peut-être que les jardiniers vont le faire, mais ce ne sera pas des politiques publiques, hein. Les expériences, l'expérimentation et l'expérimentation sans être invasif. Mais dans le monde de la forêt opérationnelle, on parle d'un nombre limité d'espèces. Ce qui mène à la question suivante de Mike. En Colombie-Britannique, y a-t-il des lignes directrices pour le pourcentage de local en fonction du pourcentage de transféré, ou est-ce que vous entrevoyez un avenir où ce sera transféré au complet? Euh, c'est le dernier cas de figure. On va en ligne, on entre l'écosystème et l'espèce, et ça vous donne un nombre de lots de semences d'où sélectionner, lesquels correspondent au climat futur, hein. Donc, en moyenne, nous avons déjà une régénération de 50% qui est naturelle, d'origine naturelle dans la forêt. Donc, ce ne sera pas seulement les arbres plantés, il y aura une régénération naturelle aussi qui va se produire. Bien sûr, pour Trevor de Dean, avec la migration assistée d'autres pins, pourra-t-on hybridiser avec des espèces introduites? Trevor, voulez-vous répondre à celle-là? Vous sentez-vous à l'aise? C'est un peu controversé. Non, je suis plutôt mal à l'aise avec cette question.
Je n'en connais guère sur l'hybridation des espèces. Kelly a levé la main. Bien voilà. L'hybridation, eh bien, c'est d'après notre contexte, dans le sud de l'Ontario, eh bien, là, évidemment, on se tourne vers les États-Unis et là, il y a eu des mises en garde des gens des services forestiers américains. Il faut être très prudent par rapport à l'hybridation. Et ça a été le cas avec un de nos essais de migration assistée. On pensait que c'était une forme de chaîne, mais c'en était une autre. Et ça a été plutôt, ça s'est avéré un essai d'extension de l'air. Il faut faire attention à l'hybridation. Pour ce qui est des pins, ce n'est pas si prononcé, notamment les bois durs, autant que les bois durs que vous avez en tête. Pour Trevor, encore, l'un des graphiques a montré qu'il n'y avait pas beaucoup de différence dans les taux de survie entre les espèces migrées et les espèces naturelles ou autochtones. Donc, si les taux de survie sont les mêmes, quel est l'avantage à migrer des espèces? Eh bien, la question qu'il faut se poser, je pense, c'est celle-ci. On déplace des espèces qui sont adaptées, prêtes à l'avenir. Comme Craig l'a dit, elles proviennent d'endroits où il fait déjà plus chaud et plus sec. Non, il y aura peut-être de la mortalité associée à cela, mais au fur et à mesure que le climat change, ces espèces seront mieux adaptées à leur climat futur. Pour l'instant, leur taux de survie est le même que celle des populations locales. L'idée, c'est que au fur et à mesure que le climat deviendra plus difficile, celles-ci vont survivre mieux et devenir une source de semences pour l'avenir. Du point de vue de la foresterie, nous essayons de, de dynamiser les sources de population, de rehausser les sources avec un apport du Sud pour diversifier et créer plus d'opportunités, d'occasions. Donc, si les populations locales ne s'adaptent pas ou ne sont pas adaptables au climat futur, ce serait une sorte de solution de rechange existante dans le système pour avoir plus de résilience à ces perturbations et au changement climatique progressif. Donc, ça concerne l'avenir plutôt que le futur. D'accord, c'est une bonne réponse. Naomi, euh, est-ce que les Premières Nations au Yukon et ailleurs au Canada sont d'accord avec la colonisation d'espèces, le mouvement, le déplacement d'espèces, la migration assistée? Comment réagissent les espèces? Les nations, dis-je. Je ne saurais dire, je ne saurais parler pour les nations. En tout cas, les autres ailleurs au Canada. Au nom de, dans nos nations ici où je suis, il y a quand même une hésitation par rapport à cette possibilité dans notre atelier sur le changement climatique, on a constaté, et c'est une préoccupation, qu'il y a une arrivée d'espèces étrangères qui ne permettent pas la régénération de populations locales. Et donc, on essaie de réduire la population de conifères autour de la ville, ce qui peut mener à des inquiétudes, mais bon, la priorité chez nous, c'est de faire ce qu'on peut avec la science et les connaissances traditionnelles pour promouvoir une croissance rapide et stabiliser les populations parce que c'est le creek, donc c'est le- la, la rivière ou le ruisseau qui constitue l'intérêt primordial. Pour Greg, bon, l'hiver et les nouvelles. Donc, est-ce que c'est une question qui a trait à la latitude? Si les conditions de lumière changent pour ces arbres, quel effet? Eh bien, dans nos études, dans nos essais, on a constaté très peu d'effets engendrés par la différence de latitude lorsqu'on on injecte
la température dans l'équation, là, il y a un effet marqué, mais la latitude ne semble pas avoir un effet très marqué d'elle-même. Peut-être pour Dan, que ça devient plus chaud et plus humide, vous avez dit, mais les gens croient que les conditions deviennent plus chaudes et sèches. Qu'en est-il de la météo en général? Vous êtes en sourdine. Mes excuses. Je vois pourquoi c'est un peu contradictoire. Bon, c'est un peu mêlant. Mais il y a des variations spatiales, des variations de température et des variations de précipitation. Le réchauffement, ce à quoi on assiste en bonne partie, eh bien, c'est dans l'ouest, assurément que ça se réchauffe et ça se déplace vers l'est. Et tous les modèles de changements climatiques mondiaux le prédisent. J'ai aussi noté quelque chose quand j'ai vu la question. Dans bien des cas, ce qui nous vient à l'esprit, c'est les variations euh, dans le temps. Est-ce qu'on parle de météo ou est-ce qu'on parle de climat? Bon, récemment, on a vu des changements dans la météo qui engendrent des feux. Les arbres, dans certains cas, répondent à la météo ou réagissent à la météo, mais ils réagissent au climat. Greg met cela en œuvre. Vous mettez ça en œuvre en Ontario aussi. En partie, c'est là que se situe le défi. Quelle est la meilleure façon d'envisager la question? Plus d'extrêmes, c'est plus sec par moment, c'est plus humide par moment, et voilà, nous devons trouver les meilleures réponses. J'espère que sa réponse à la question, sans me coincer, me piéger. Très bien. Peut-être que Kerry peut répondre à la suivante. Donc, le biais cognitif dans la prise de décision, euh, qu'en pensez-vous? Comment contrer cela pour ce qui est de la diversité génétique? Donc, travailler avec la situation et travailler avec les gens qui travaillent dans la situation. Dans l'ensemble, les gens sont vraiment mus intensément à agir, mais c'est paralysant quand on pense à tout ce dont il faut tenir compte et de décortiquer cela en petits éléments tangibles, ça aide. Bon, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est sur une base régionale, parce qu'à grande échelle, c'est presque impossible. Mais bon, les gens qui connaissent bien leur région, leur gestionnaire de terre, leur collectivité, leur forêt, et c'est là le niveau où nous sommes appelés, le palier où nous sommes appelés à faire des décisions et à intervenir. Et il y aura des biais à l'échelle régionale, mais Greg a mentionné la tolérance au risque aussi. Et celle-ci va varier considérablement d'un propriétaire privé à une opération sur terre de la couronne qui produit du bois d'œuvre, par exemple. Euh, donc, il faut tenir compte de l'évaluation du risque. Greg a bien noté que le statu quo, l'inaction, est beaucoup plus risqué que l'action. C'est là qu'il faut effectuer un virage mental. Avant, les gens s'inquiétaient de déplacer une seule graine, mais je dis, allez-y, soyons sans crainte. Il faut vraiment penser dans l'ensemble. Donc, il faut fonctionner au niveau régional comme Naomi le fait chez elle. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'approcher. Et si vous êtes prêt à l'intégrer un petit peu à la fois, tant mieux. Si vous êtes prêt à le faire à grande échelle, eh bien, c'est pour vous. J'aimerais contribuer à cette discussion, bien sûr. Le biais cognitif, j'y pensais. Un exemple simple, ce serait cette idée du cadrage, à savoir, comme Kerry et Craig le disent, le cadrage, c'est finalement la façon de décrire quelque chose. Il faut bien décrire des choses. Il faut passer suffisamment de temps à parler à ces intervenants pour comprendre leur pensée, leur façon de penser et la meilleure façon de leur expliquer ces choses.
Quand on pense à bien expliquer les réalités scientifiques, y compris ce qu'on ne sait pas encore, le cadrage est important pour parler de la migration assistée de façon neutre, en particulier aux intervenants. Ce sont celles et ceux qui doivent acheter la marchandise finalement, hein, acheter l'approche. Bon, les lacunes potentielles entre la recherche et l'opérationnalisation pourraient être un enjeu. Nicholas dit, est-ce que c'est au niveau de la recherche qu'il faut répondre à ces écarts ou est-ce que c'est aux décideurs politiques de communiquer les bienfaits d'une telle pratique? Comment se porte la Colombie-Britannique en général au niveau de la mise en œuvre? Eh bien, on l'a mis en œuvre, comme je disais, de façon optionnelle en 2018 et c'est devenu obligatoire en 2022. Euh, les essais dont Trevor a parlé, eh bien, il en faut beaucoup, beaucoup plus. Et beaucoup d'essais sur la provenance, sur l'origine, pour que les gens soient bien à l'aise. Beaucoup d'essais démonstratifs. Je voudrais dire à propos, bon, la discussion a lieu à propos de la migration assistée. C'est peut-être le fruit mûr, mais il y a d'autres pratiques sylvicoles à adopter. Ce n'est pas la recette pour tout. Il faudra donc des récoltes partielles plutôt que complètes et beaucoup plus de diversité dans le paysage forestier. Puis quelqu'un d'autre pour sa région? Kerry. J'allais dire ceci. Il y a vraiment des écarts importants dans la recherche et les praticiens. Et l'outil qu'on voit aujourd'hui, c'est très utile justement pour traduire ce savoir euh, entre la recherche donc et les intervenants, les praticiens. C'est un apprentissage expérientiel. Et ça prend beaucoup de carrières, hein. Ce n'est pas qu'une seule carrière qui va nous mener au nirvana. Il faut l'apprendre de ceux qui ont appris avant nous. Mais il faudra que les gouvernements s'impliquent et d'autres travaillant dans le domaine. La Colombie-Britannique est très bien soutenue dans le processus d'approvisionnement en semences, alors que d'autres régions canadiennes, notamment l'Ontario, ne sont pas bien soutenues à cet égard. Donc, ce qui pèse sur notre capacité de répondre ou d'agir. C'est pour ça que les fenêtres de planification doivent être prises en compte dans les projets. Bien dit. J'ai une question au sujet des plaines non recouvertes de forêts et d'autres écosystèmes, déplacement d'espèces, peut-être la ligne de démarcation forestière. Est-ce qu'il y a des réflexions à ce sujet? Nous avons des prairies en Colombie-Britannique qui s'étendent rapidement. Bon, c'est comme essayer de mettre des sacs de sable devant une marée montante. À moins qu'on trouve des espèces qui y pousseront, je ne vois pas comment un paysage forestier peut s'y développer. Et la partie méridionale de l'aire d'une espèce, lorsque dans le sud, les individus deviennent mal adaptés à la région. Oui, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup en Colombie-Britannique occidentale, où l'aire méridionale est le lieu souhaitable de reboisement. Mais dans l'est, là, du Canada, il y a de tels endroits, je pense, ciblés, à cibler. Mais la solution, c'est de sélectionner des espèces différentes. Une autre espèce qui va fonctionner dans le dit climat. Bien. Je pense que cela, sauf commentaires très importants ou questions importantes, c'est tout le temps que nous avons. J'apprécie vivement votre présence. C'est un sujet dont on parlera pendant longtemps encore, étant donné que le climat change beaucoup. J'apprécie vivement votre temps. Merci aux membres de l'auditoire et nous donnerons suite avec l'enregistrement de cette séance très bientôt. Merci à tous d'avoir été là.